Vous savez ce qui est le plus dangereux dans une histoire officielle? Ce n'est pas qu'elle soit fausse, c'est qu'elle soit incomplète. Mais bits progrès et heureux dans une histoire officielle. Décoyée. Parce qu'une histoire incomplète peut être techniquement vraie tout en étant fondamentalement trompeuse. Chaque fait peut être exact, chaque date peut être correcte, chaque citation peut être authentique, et pourtant l'image globale qu'on vous présente peut être l'exact opposé de la réalité. Vous avez vécu assez longtemps pour reconnaître ce mécanisme. Vous l'avez vu dans votre vie professionnelle, ces rapports qui disent la vérité, mais pas toute la vérité. Ces présentations qui montrent les chiffres qui arrangent et cachent ceux qui dérangent. Vous l'avez vu dans les médias, ces articles qui citent des faits exacts, mais les organisent de manière à vous faire tirer une conclusion fausse. Vous l'avez lu dans la politique, ces discours qui disent techniquement vrai, mais qui vous manipulent par ce qu'ils omettent. L'omission est la forme la plus efficace du mensonge, parce qu'on ne peut pas vous accuser de mentir si tout ce que vous dites est vrai. On ment simplement en choisissant ce qu'on vous dit et ce qu'on vous tait. Et l'histoire qu'on va examiner aujourd'hui est peut-être le plus grand exemple d'omission de l'histoire moderne. L'histoire officielle, celle qu'on vous a enseignée à l'école, celle que vous avez lue dans les manuels, celle que vous avez vue dans les documentaires, va comme ceci. Août 1945. La guerre dans le Pacifique fait rage depuis près de 4 ans. Le Japon impérial, fanatique, refuse de se rendre. Les soldats japonais se battent jusqu'à la mort. Les kamikazes se jettent sur les navires américains. L'invasion du Japon, prévue pour novembre 1945, sous le nom d'opération Downfall, coûterait selon les estimations entre 500 000 et 1 million de vies américaines. Peut-être plus. C'est un carnage annoncé. Pour sauver ses vies, pour mettre fin à la guerre rapidement, le président Truman prend la décision la plus difficile de l'histoire. Le 6 août 1945, un bombardier B-29 nommé Enola Gay largue une bombe atomique sur Hiroshima. Wakone 1000 personnes meurent instantanément. Des dizaines de milliers d'autres mourront dans les semaines et les mois qui suivent des brûlures, des radiations, des cancers. Le total atteindra 180 000 morts d'ici la fin de l'année. Et gisse la fin de l'année. A trouvé tort des ables, son fier endore bal atida abaïd. Des catro avec Tivar, des catravacrivores, de Prisance et des passants RNA. 3 jours plus tard, le 9 août, une deuxième bombe est larguée sur Nagasaki. 40 000 morts instantanés. 70 000 au total d'ici la fin de l'année. Le 15 août, le Japon se rend. La guerre est finie. La bombe a sauvé 1 million de vies américaines. C'est la version officielle. Elle est enseignée dans chaque école américaine. Elle est répétée dans chaque documentaire. Elle est gravée dans la mémoire collective de l'Occident comme une vérité aussi solide que le granit. La bombe était nécessaire. La bombe a mis fin à la guerre. La bombe a sauvé des vies. Et cette version est un mensonge. Pas un mensonge au sens où chaque fait serait inventé. Non, Hiroshima a bien été bombardé. 400 000 personnes sont bien mortes. Le Japon s'est bien rendu. Tout cela est vrai. Le mensonge est dans ce qu'on vous a caché, dans les faits qu'on a délibérément omis, dans les documents qu'on a classifiés pendant des décennies, dans les témoignages des généraux américains eux-mêmes qu'on a systématiquement ignorés. Parce que voici ce que les documents déclassifiés révèlent, ce que les mémoires des généraux américains confirment, ce que les historiens modernes ont démontré de manière irréfutable. Le Japon allait se rendre avant Hiroshima, sans la bombe. Les plus hauts responsables militaires américains le savaient. Et beaucoup d'entre eux étaient contre l'utilisation de la bombe. La bombe n'a pas été larguée pour mettre fin à la guerre avec le Japon. Elle a été larguée pour commencer la guerre froide avec l'Union soviétique. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'être franc avec vous. Ce que je m'apprête à partager est documenté. Chaque affirmation est étayée par des sources que vous pouvez vérifier, des documents déclassifiés du gouvernement américain, des mémoires publiées par des généraux 5 étoiles, des études universitaires publiées par des historiens reconnus dans des maisons d'édition académiques respectées. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Willy Troche son fancage. De Jevoliel est universitoire, fa à la main des communiques romaines, et avait comme des communiques respectés. Willy des communes à tatigion à minique respecté, avec sion apectivi des procédères de l'histoire que vos manuels scolaires ont choisi de ne pas vous raconter. Cette vidéo est longue, elle est dense, elle demande de la patience et de la concentration. Elle est conçue pour des adultes capables de regarder les faits en face, même quand ces faits ébranlent des certitudes fondamentales. Si vous êtes ici pour une réponse simple en 3 minutes, vous serez déçu. Mais si vous faites partie de ceux qui ont compris que la réalité est toujours plus complexe que les récits simplifiés, si vous avez ce recul que donne l'expérience, cette capacité à accepter que les gouvernements ne disent pas toujours la vérité,
même quand cette vérité concerne la mort de 26 000 personnes alors restées. 10. Banien. Elle cortinait de en fond de cibler personnes seulement si elle acceptait que la disciple 1000 personnes. Et que sur n'a 10 000 personnes persinèdes, qui les déconcerne le d'ici 1000 personnes personnales. Elle a contré Monk. Commençons par les voix les plus importantes, celles qu'on n'a jamais voulu que vous entendiez. Les voix des généraux américains eux-mêmes, pas des pacifistes, pas des contestataires, pas des ennemis de l'Amérique. Des hommes qui ont mené la guerre, qui ont commandé des armées, qui ont pris des décisions de vie et de mort pendant des années. Des hommes dont le patriotisme est au-dessus de tout soupçon. Et ces hommes ont dit, après la guerre, parfois même avant, que la bombe n'était pas nécessaire. Commençons par le plus important. Dwight David Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe. L'homme qui a planifié et dirigé le débarquement en Normandie, 5 étoiles, futur président des États-Unis. En 1953, dans son livre de mémoire Mandate for Change, Eisenhower raconte une conversation avec le secrétaire à la guerre Henry Stimson en juillet 1945, un mois avant Hiroshima. Stimson lui annonce que la bombe atomique est prête et que le président Truman envisage de l'utiliser contre le Japon. Et Eisenhower écrit, et je cite textuellement, « Je lui ai exprimé mes graves doutes, d'abord sur la base de ma conviction que le Japon était déjà battu et que larguer la bombe était complètement inutile. Et ensuite, parce que je pensais que notre pays devait éviter de choquer l'opinion mondiale par l'utilisation d'une arme dont l'emploi n'était plus, à mon avis, indispensable pour sauver des vies américaines. » Relisez ça. Le commandant suprême des forces alliées en Europe dit que le Japon était déjà battu, que la bombe était complètement inutile, qu'elle n'était pas indispensable pour sauver des vies américaines. Et dans une interview avec Newsweek en 1953, Eisenhower est encore plus direct. Les Japonais étaient prêts à se rendre, et il n'était pas nécessaire de les frapper avec cette chose horrible. Cette chose horrible. C'est Eisenhower qui parle, pas un pacifiste de campus, le général 5 étoiles qui a libéré l'Europe, l'homme qui deviendra président des États-Unis, et il dit que la bombe n'était pas nécessaire. Passons à l'amiral William D. Leahy, chef d'état-major du président des États-Unis, le plus haut gradé militaire américain pendant la Seconde Guerre mondiale, le conseiller militaire personnel de Roosevelt, puis de Truman. Dans ses mémoires publiées en 1950, He Was There, Leahy écrit « L'utilisation de cette arme barbare à Hiroshima et Nagasaki n'a pas apporté d'aide matérielle à notre guerre contre le Japon. Les Japonais étaient déjà vaincus et prêts à se rendre en raison du blocus naval effectif et des bombardements conventionnels réussis. » Et il ajoute cette phrase dévastatrice. « En étant les premiers à utiliser cette arme, nous avons adopté un standard éthique commun aux barbares du Moyen-Âge. On ne m'a pas appris à faire la guerre de cette façon, et les guerres ne se gagnent pas en détruisant des femmes et des enfants. » Le plus haut gradé militaire américain dit que les Japonais étaient déjà vaincus et prêts à se rendre, qu'il qualifie la bombe d'arme barbare, qu'il compare l'acte à ce que feraient des barbares du Moyen-Âge. Ce n'est pas un universitaire qui parle 50 ans plus tard, c'est l'homme qui était dans la pièce avec Truman quand la décision a été prise. Continuons. Général Douglas MacArthur, commandant suprême des forces alliées dans le Pacifique, l'homme qui a mené la guerre contre le Japon, le stratège qui a conçu la campagne d'île en île à travers le Pacifique, le futur gouverneur militaire du Japon occupé. Norman Cousin, journaliste et conseiller du président, rapporte dans son livre The Pathology of Power, publié en 1987, que MacArthur lui a dit « Il n'y avait aucune nécessité militaire de larguer la bombe. La guerre aurait pu se terminer des semaines plus tôt, si les États-Unis avaient accepté que le Japon conserve l'institution impériale. Ce que nous avons finalement fait de toute façon. » Arrêtez-vous sur cette dernière phrase. Ce que nous avons finalement fait de toute façon. La seule condition du Japon pour se rendre était de garder l'empereur. Les États-Unis ont refusé cette condition avant Hiroshima. Puis, après avoir largué 2 bombes atomiques et tué 210 000 personnes, ils ont accepté cette même condition. L'empereur Hirohito est resté sur le trône. Il n'a jamais été jugé pour crime de guerre. Il est mort en 1989 dans son palais à 807 ans. On a tué 210 000 personnes pour refuser une condition qu'on a fini par accepter quand même. Vous sentez l'absurdité? Vous sentez la monstruosité? Général Henry Arnold, commandant en chef de l'US Army Air Force, l'homme qui dirigeait toute l'aviation militaire américaine, 5 étoiles. Dans ses mémoires de 1949, Global Mission, Arnold écrit « Il a toujours été clair pour moi que la guerre n'aurait pu continuer bien longtemps. La puissance aérienne américaine, avec ou sans la bombe atomique, l'aurait terminée très rapidement. Avec ou sans la bombe. » Le patron de l'aviation américaine dit que l'aviation conventionnelle suffisait. Amiral Chester W. Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique, l'homme qui a dirigé la guerre navale contre le Japon,
5 étoiles. Dans une conférence de presse le 22 septembre 1945, un mois après la reddition japonaise, Nimitz déclare « Les Japonais, en fait, avaient déjà fait des offres de paix. La bombe atomique n'a joué aucun rôle décisif, d'un point de vue purement militaire, dans la défaite du Japon. Aucun rôle décisif. Le commandant de la flotte du Pacifique dit que la bombe n'a joué aucun rôle décisif dans la défaite du Japon. Amiral William Bull Halsey, commandant de la 3e flotte américaine dans le Pacifique, l'un des amiraux les plus célèbres de la guerre. En septembre 1946, Halsey déclare publiquement « La première bombe atomique était une expérience inutile. Il était une erreur de la larguer. Les scientifiques avaient cette jouet et ils voulaient l'essayer. Alors, ils l'ont larguée. Un jouet. Les scientifiques voulaient l'essayer. » C'est un amiral américain qui a combattu les Japonais pendant 4 ans. Sous-secrétaire à la marine Ralph A. Barr. En juin 1945, un mois avant Hiroshima, Barr écrit un mémorandum au secrétaire à la guerre Stimson. Ce mémo, déclassifié depuis, est un document extraordinaire. Barr écrit que le Japon cherche déjà à se rendre. Il recommande que les États-Unis avertissent le Japon avant d'utiliser la bombe. Il suggère qu'un simple avertissement, combiné avec la garantie de garder l'empereur, suffirait à obtenir la capitulation. Barr est le seul membre du comité intérimaire sur la bombe atomique à s'être formellement opposé à son utilisation sans avertissement préalable. Son mémo a été ignoré. Vous avez maintenant entendu Eisenhower, Leahy, MacArthur, Arnold, Nimitz, Halsey, Bard. 7 des plus hauts responsables militaires et politiques américains. Des hommes qui ont mené la guerre, qui étaient dans les salles où les décisions se prenaient, qui avaient accès à tous les renseignements, qui connaissaient la situation militaire mieux que quiconque. Et ils disent tous la même chose. La bombe n'était pas nécessaire. Le Japon allait se rendre. La guerre était déjà gagnée. Alors la question qui se pose est vertigineuse. Si la bombe n'était pas nécessaire pour mettre fin à la guerre, pourquoi l'a-t-on larguée? Pourquoi a-t-on tué 210 000 personnes? Des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui faisaient leur marché, qui allaient à l'école, qui préparaient le petit déjeuner. Pourquoi a-t-on incinéré ces gens si ce n'était pas nécessaire? Pour répondre à cette question, il faut comprendre le contexte géopolitique de l'été 1945. Et pour comprendre ce contexte, il faut remonter quelques mois en arrière. Yalta, février 1945. Roosevelt, Churchill et Staline se retrouvent dans un palais de Crimée pour dessiner le monde d'après-guerre. Roosevelt a besoin de Staline, désespérément. Parce que la guerre dans le Pacifique est loin d'être terminée. Les Américains prévoient que la conquête du Japon coûtera des centaines de milliers de vies. Ils ont besoin que l'URSS entre en guerre contre le Japon pour diviser les forces japonaises. Roosevelt demande à Staline de déclarer la guerre au Japon 3 mois après la fin de la guerre en Europe. Staline accepte, en échange de concessions territoriales en Asie, les îles Kouril, la moitié sud de Sakhaline, des droits en Mandchourie. L'accord est signé. La fin de la guerre en Europe survient le 8 mai 1945. 3 mois plus tard, cela donne le 8 août. Staline s'est engagé à entrer en guerre contre le Japon le 8 août 1945. Et voici où tout change. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, la première bombe atomique est testée avec succès, le test Trinity. L'explosion est si puissante qu'elle crée un champignon de 12 km de haut. Oppenheimer murmure les mots du Bhagavad Gita. Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. Le lendemain, Truman est à Potsdam, en Allemagne, pour une conférence avec Churchill et Staline. Quand il reçoit la nouvelle du succès du test, un témoin rapporte que Truman change complètement d'attitude. Il devient plus assuré, plus agressif, plus dominant dans les négociations. Churchill le remarque et note dans son journal « Il m'a dit que le test avait été un succès énorme. Je lui ai trouvé un homme transformé. Il m'a dit qu'il ne voulait plus de l'aide des Russes. Il ne voulait plus de l'aide des Russes. Vous avez compris? Avant la bombe, Truman avait besoin de Staline pour vaincre le Japon. Après la bombe, il n'en a plus besoin et il ne veut plus de Staline. Parce que si l'URSS entre en guerre contre le Japon, si l'armée rouge envahit la Mandchourie, la Corée, peut-être même le Japon lui-même, l'URSS aura des revendications territoriales en Asie. Elle aura une place à la table des négociations pour l'avenir du Japon. Elle aura de l'influence dans le Pacifique. Et Truman ne veut pas de ça. Il veut que la victoire sur le Japon soit américaine. Exclusivement américaine. Pas partagée avec les soviétiques. Alors, il est dans une course contre la montre. Il sait que Staline va déclarer la guerre au Japon le 8 août. Il doit forcer la capitulation japonaise avant que les soviétiques n'entrent en jeu. Et pour ça, il a besoin d'un choc si spectaculaire, si dévastateur, si terrifiant que le Japon capitule immédiatement, sans négociation, sans condition, avant que Staline n'ait le temps d'intervenir. Le 6 août 1945, 2 jours avant la date prévue pour l'entrée en guerre soviétique, Hiroshima est bombardée. Le 8 août,
un calcul géopolitique froid, cynique, meurtrier. La bombe n'a pas été larguée pour mettre fin à la guerre avec le Japon. La guerre était déjà gagnée, les généraux américains le savaient. Le Japon cherchait à se rendre depuis des mois. La bombe a été larguée pour empêcher l'URSS de participer à la victoire, pour montrer à Staline que l'Amérique possédait une arme capable de détruire des villes entières en un instant, pour établir la domination américaine dans le monde d'après-guerre, pour commencer la guerre froide. C'est ce que l'historien Gar Alperovitz appelle la diplomatie atomique dans son ouvrage monumental The Decision to Use the Atomic Bomb, publié en 1995 par Alfred A. Knopf, l'une des maisons d'édition les plus respectées aux États-Unis. Alperovitz reconstruit, document par document, la chaîne de décision qui a mené à Hiroshima. Tout Bercy déjà à sois en connaissant or trouvetre de voition des issions les crestes à nos votre de voice. Des chi de voition en square, qu'il creste de voition que proprement. Il montre, avec une précision implacable, que les décideurs américains savaient que le Japon cherchait à se rendre, qu'ils savaient que la bombe n'était pas militairement nécessaire et qu'ils l'ont utilisée principalement pour impressionner l'Union soviétique. Mais attendez, il y a encore plus troublant, parce que pour comprendre pourquoi le Japon allait se rendre, il faut examiner les preuves que les Américains avaient en main. Et ces preuves sont accablantes. Depuis 1940, les services de renseignement américains avaient cassé les codes diplomatiques japonais. Le programme s'appelait Magic. Les Américains pouvaient lire les communications entre Tokyo et ses ambassades dans le monde entier, en temps réel ou presque. Et voici ce que Magic révélait en juillet 1945, un mois avant Hiroshima. Le 12 juillet 1945, l'empereur Hirohito envoie un message au gouvernement soviétique par l'intermédiaire de son ambassadeur à Moscou, Naotak Sato. Ce message, intercepté par Magic, dit en substance « Sa Majesté l'Empereur désire mettre fin à la guerre le plus rapidement possible. Sa Majesté est disposée à envoyer le prince Kono en tant qu'envoyé spécial pour négocier les conditions de la paix. » Le 18 juillet 1945, le ministre des Affaires étrangères Shigenori Togo envoie un autre message à Sato, également intercepté. Sa Majesté l'Empereur, conscient des terribles souffrances endurées par le peuple, désire de tout cœur la fin des hostilités, mais uniquement si les conditions de la paix garantissent le maintien de l'institution impériale. Le maintien de l'institution impériale. C'est la seule condition, pas la conservation de l'empire colonial, pas le maintien de l'armée, pas l'impunité pour les criminels de guerre, juste garder l'empereur. Et les Américains le savaient. Truman le savait, son secrétaire d'État James Byrne le savait. Le secrétaire à la guerre, Henry Stimson, le savait. Ils avaient les intercepts magiques sous les yeux. Le journal intime de Truman, rendu public après sa mort, confirme qu'il avait lu les messages. Le 18 juillet 1945, Truman écrit dans son journal « Nous avons reçu des télégrammes de Jap Empereur demandant la paix. » Truman savait. Un mois avant Hiroshima, le président des États-Unis savait que l'empereur du Japon demandait la paix. Et il a choisi de larguer la bombe quand même. Mais il y a plus. Truman avait reçu un avis clair de son secrétaire à la guerre, Henry Stimson. Stimson, dans un mémorandum du 2 juillet 1945, recommandait que les États-Unis offrent au Japon des conditions de paix raisonnables, incluant explicitement la possibilité de garder l'empereur. Stimson écrivait « Si nous ne donnons pas au Japon une porte de sortie, nous devrons l'exterminer nation par nation. » Le sous-secrétaire d'État Joseph Grew, ancien ambassadeur au Japon et le plus grand expert américain sur le pays, plaidait aussi pour qu'on offre au Japon la garantie de garder l'empereur. Grew savait que l'empereur était le seul qui pouvait ordonner la reddition, que sans lui, l'armée japonaise se battrait jusqu'au dernier homme. Il fallait garder l'empereur pour obtenir la capitulation. C'est exactement ce qui s'est passé. Après Hiroshima, après Nagasaki, quand le Japon a finalement capitulé le 15 août 1945, la condition acceptée par les Américains était que l'empereur resterait sur le trône. Exactement la condition que le Japon avait demandée en juillet avant les bombes. On a donc tué 210 000 personnes pour refuser une condition qu'on a fini par accepter de toute façon. Maintenant, il y a un autre facteur que l'histoire officielle ignore systématiquement, l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Le 8 août 1945, 2 jours après Hiroshima et 1 jour avant Nagasaki, l'URSS déclare la guerre au Japon et envahit la Mandchourie avec 1,5 million de soldats. En quelques jours, l'armée du Kwantung, la force japonaise la plus puissante en Asie continentale, est écrasée. C'est une catastrophe militaire sans précédent pour le Japon. L'historien japonais Tsuyoshi Hasegawa, dans son ouvrage révolutionnaire Racing the Enemy, Stalin, Truman and the Surrender of Japan, publié en 2005 par Harvard University Press, démontre que c'est l'entrée en guerre soviétique.
Pourquoi? Parce que la stratégie japonaise de fin de guerre reposait sur un calcul. Les Japonais savaient qu'ils ne pouvaient pas gagner. Ils le savaient depuis Midway, depuis Iwo Jima, depuis Okinawa. Mais ils espéraient négocier une paix honorable en utilisant l'URSS comme médiateur. L'URSS était le seul grand allié qui n'était pas en guerre avec le Japon. Tant que l'URSS restait neutre, le Japon avait un espoir de négociation. Quand l'URSS entre en guerre le 8 août, cet espoir s'effondre. Il n'y a plus de médiateur, il n'y a plus d'issue diplomatique. Et surtout, il y a la terreur d'une invasion soviétique du Japon. Les dirigeants japonais savent ce que les soviétiques ont fait à Berlin. Ils savent ce qui arrive au pays que l'armée rouge libère. Ils préfèrent se rendre aux Américains qu'aux Soviétiques. Hasegawa montre, document japonais à l'appui, que les réunions du Conseil suprême de guerre, japonais les 8 et 9 août 1945, étaient dominées non pas par les discussions sur Hiroshima, mais par la nouvelle de l'invasion soviétique. Les généraux japonais, aussi incroyable que cela puisse paraître, avaient relativisé Hiroshima, une ville détruite, c'est terrible. Mais les Américains avaient déjà détruit 67 villes japonaises par des bombardements incendiaires conventionnels. De siege. Petit siege. Foulée confite et je va la cité détruit savantietfik, c'était Russie. Tokyo avait été dévasté par un raid incendiaire, le 10 mars 1945. Tuant 100 000 personnes en une seule nuit, plus que Hiroshima. Les Japonais connaissaient la destruction massive. Ce qu'ils ne connaissaient pas, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était l'entrée en guerre de l'URSS. Et c'est cet événement, combiné avec Hiroshima et Nagasaki, mais peut-être plus que ces bombes, qui a finalement brisé la volonté du camp de la guerre au sein du gouvernement japonais et permis à l'empereur d'imposer la capitulation. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi l'histoire officielle insiste tellement sur le rôle de la bombe comme facteur décisif. Pourquoi elle ignore systématiquement le rôle de l'invasion soviétique? La réponse est simple. Si c'est la bombe qui a mis fin à la guerre, alors la bombe est justifiée. La mort de 10 000 civils est justifiée. L'horreur nucléaire est justifiée. Et l'Amérique est le héros de l'histoire. Elle a fait quelque chose de terrible, certes, mais de nécessaire. Un mal nécessaire pour un plus grand bien. Mais si c'est l'invasion soviétique qui a mis fin à la guerre, si le Japon allait se rendre de toute façon, si les généraux américains eux-mêmes disaient que la bombe n'était pas nécessaire, alors tout change. La bombe n'est plus un acte de salut, c'est un acte de destruction gratuite, un crime de guerre, un acte de terrorisme d'État. 210 000 civils tués, non pas par nécessité militaire, mais par calcul géopolitique, pour impressionner les soviétiques, pour affirmer la domination américaine, pour ouvrir la guerre froide avec une démonstration de force. Et c'est une vérité que l'Amérique ne peut pas accepter, pas encore, peut-être pas de notre vivant, mais les documents sont là, les témoignages des généraux sont là, les intercepts magiques sont là, les études universitaires sont là, et un jour, cette vérité sera enseignée dans les écoles, comme on enseigne aujourd'hui les autres crimes de l'histoire, comme on enseigne l'esclavage, le génocide des Amérindiens, l'internement des Japonais américains. Peter Kuznick et Oliver Stone, dans leur ouvrage et série documentaire The Untold History of the United States, publié en 2012, ont rendu cette histoire accessible au grand public pour la première fois. Stone, le cinéaste oscarisé, et Kuznick, professeur d'histoire à l'American University de Washington, ont passé 5 ans à compulser les archives, à vérifier les documents, à interviewer les historiens. Leur conclusion est sans appel. La bombe n'était pas nécessaire. Le Japon allait se rendre, et la décision a été motivée principalement par des considérations géopolitiques liées à l'Union soviétique. Barton Bernstein, professeur émérite d'histoire à l'université de Stanford, est arrivé aux mêmes conclusions dans ses nombreuses publications académiques. Martin Sherwin, dans son ouvrage A World Destroyed, publié en 1975 et révisé en 2003, documente en détail comment les considérations de politique étrangère vis-à-vis de l'URSS ont influencé la décision. Et Samuel Walker, historien officiel de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis, dans Prompt en Tuter-Destruction, publié en 1987, résume le consensus historiographique. La recherche des 4 dernières décennies a rendu intenable le point de vue selon lequel la bombe a été indispensable pour mettre fin à la guerre. Intenable. Ce n'est pas un militant anti-guerre qui le dit, c'est l'historien officiel de la Commission nucléaire américaine. Parlons maintenant des chiffres, parce que la justification la plus puissante de la bombe repose sur un chiffre. 1 million de vies américaines sauvées. Ce chiffre est répété comme un mantra. La bombe a sauvé 1 million de vies. C'est le calcul le plus cynique et le plus malhonnête de l'histoire militaire. D'où vient ce chiffre? Il apparaît pour la première fois dans un article de 1947 écrit par Henry Stimson,
publié dans Harper Magazine. Stimson, qui était secrétaire à la guerre au moment de Hiroshima, écrit que l'invasion du Japon aurait coûté plus d'1 million de victimes américaines. Mais voici ce que les documents déclassifiés révèlent. Les estimations militaires réelles, celles produites par les planificateurs de l'opération Downfall, étaient considérablement plus basses. Le rapport du joint War, plan comité du 15 juin 1945, déclassifié depuis, estimait que l'invasion de Kyushu, la première phase de l'opération Downfall, coûterait environ 40 000 morts américains et 160 000 blessés. Pas 1 million. 40 000. C'est un chiffre terrible, bien sûr. Chaque mort est un drame, mais c'est un ordre de grandeur complètement différent du million qui a été utilisé pour justifier Hiroshima. Le chiffre d'1 million a été inventé après coup, rétroprojecté dans l'histoire pour justifier une décision déjà prise. C'est de la propagande déguisée en histoire. Et même le chiffre de 40 000 est théorique parce qu'il suppose que l'invasion aurait eu lieu. Or, comme nous l'avons vu, le Japon cherchait à se rendre. L'invasion n'aurait probablement jamais été nécessaire. Il y a un autre aspect de cette histoire qu'on ne vous raconte jamais. La deuxième bombe, Nagasaki. On peut, à la rigueur, tenter de justifier Hiroshima en disant que les Américains voulaient montrer la puissance de la bombe pour forcer une capitulation rapide. C'est discutable, mais c'est au moins un argument. Mais Nagasaki, 3 jours après Hiroshima, pourquoi ? 3 jours pour comprendre ce qui s'était passé, pour réunir son Conseil suprême de guerre, pour évaluer les dégâts, pour prendre une décision aussi monumentale que la capitulation inconditionnelle. 3 jours. Et on largue une deuxième bombe sur une ville qui n'était même pas la cible initiale. La cible prévue était Kokura, mais Kokura était couverte de nuages ce jour-là. Mythe et guide no gude et des corps un no corps. D'Issoir, qui n'était même pas la cible prévue, était Kokura. Était couverte de nuages ce jour-là. Guide de nuages t'enfant ou de nuages, cible prévue. Et des Kora était Kokura, et des Kokura et des Kokura, et des Kokura était Kokura. Le B-39 s'est dérouté vers la cible secondaire, Nagasaki. 70 000 personnes tuées parce que le ciel était nuageux au-dessus d'une autre ville. Il y a des historiens qui pensent que la deuxième bombe avait un but spécifique, différent de la première. La bombe d'Hiroshima, Little Boy, était une bombe à uranium. Celle de Nagasaki, Fatman, était une bombe au plutonium. Un design complètement différent. Certains historiens suggèrent que Nagasaki était en partie un test, une expérience en conditions réelles, pour comparer les deux types de bombes. Et cette suggestion n'est pas aussi folle qu'elle en allait. Rappelez-vous les mots de l'amiral Halsey. Les scientifiques avaient ce jouet, et ils voulaient l'essayer. Maintenant, permettez-moi de vous parler des victimes. Parce que dans le débat stratégique sur la nécessité de la bombe, on oublie souvent les victimes. Elles deviennent des chiffres, des statistiques, des arguments dans un débat géopolitique. Corée commande en Ali à Fort L 80 000 à Hiroshima, 70 000 à Nagasaki. Des chiffres ronds, propres, abstraits. Mais derrière chaque chiffre, il y a un nom, un visage, une histoire. Sadako Sasaki avait 2 ans le 6 août 1945. Elle vivait à Hiroshima, à 7 km de l'hypocentre de l'explosion. Elle a survécu sans blessure apparente. Mais les radiations avaient fait leur travail silencieux. En 1955, à l'âge de 12 ans, Sadako est diagnostiquée avec une leucémie, la maladie de la bombe atomique. Selon une légende japonaise, quiconque plie 1000 grues en origami verra son vœu exaucé. Sadako commence à plier des grues dans son lit d'hôpital. Elle en plie des centaines. Selon certaines versions, elle en plie 1000, mais n'est pas guérie. 2 plus tard commence à plier trizaines. 3, tout voici toi, quel de toi, froid, de toi, de toi, de toi, de toi, t'es. Elle en plie des centaines. Elle en plie étroarc, et là des lits. Bebas, Selon d'autres, elle meurt avant d'atteindre les zéniths. Elle meurt le 25 octobre 1955. Elle avait 12 ans. Aujourd'hui, une statue de Sadako tenant une grue en origami se dresse dans le parc de la paix d'Hiroshima. Comme si qui surront fin, une grue en coulis 3 à péter-toi. Chaque année, des millions de grues en papier sont envoyées au pied de la statue par des enfants du monde entier. L'histoire de Sadako est devenue un symbole universel de l'horreur nucléaire. Mais Sadako n'est qu'un nom parmi 26 000. Il y a les Hibakusha, les survivants de la bombe, qui ont porté le stigmate de l'irradiation toute leur vie, rejetés socialement, discriminés à l'embauche. Et les Utornis et Elizar, bandeux. Leurs enfants refusés en mariage par d'autres familles qui craignaient les mutations génétiques. Des gens doublement victimes. Victimes de la bombe, puis victimes de l'ostracisme. Et il y a les morts dont on ne parle jamais. Ils ont été tués par la bombe américaine. Leurs propres compatriotes les ont incinérés. Des prisonniers de guerre britanniques, néerlandais, coréens aussi sont morts dans les bombardements.
L'ironie est atroce. Et il y a les Coréens. Entre 20 000 et 40 000 Coréens se trouvaient à Hiroshima le 6 août 1945. Des travailleurs forcés amenés au Japon par le régime colonial japonais. Des victimes de l'impérialisme japonais tués par l'impérialisme américain, doublement victimes. Leurs morts sont rarement mentionnées dans les commémorations. Maintenant, résumons ce que vous avez appris. Les 7 plus hauts responsables militaires américains, Eisenhower, Leahy, MacArthur, Arnold, Nimitz, Halsey et Barr, ont tous déclaré que la bombe n'était pas nécessaire. Les intercepts magiques montrent que le Japon cherchait à se rendre depuis juillet 1945. La seule condition japonaise, garder l'empereur, a été acceptée par les Américains après les bombes, ce qui prouve qu'elle aurait pu être acceptée avant. L'entrée en guerre soviétique, le 8 août 1945, a été le facteur décisif selon les documents japonais analysés par Hasegawa. Le chiffre d'1 million de vies sauvées est une fabrication rétrospective. Les estimations réelles étaient de 40 000. Le timing des bombes, 6 et 9 août, correspondait exactement à la nécessité de devancer l'entrée en guerre soviétique. Elle a été larguée pour commencer la guerre froide avec l'URSS. Alors pourquoi cette vérité est-elle si peu connue ? Pourquoi l'histoire officielle persiste-t-elle ? Parce que l'enjeu est immense. Si la bombe était justifiée, alors l'arsenal nucléaire américain est justifié. La dissuasion nucléaire est justifiée. Les milliers d'ogives pointées sur des villes sont justifiées. L'idée même que les armes nucléaires sont un mal nécessaire, un gardien de la paix, est justifiée. Mais si la bombe n'était pas nécessaire, si 10 000 personnes sont mortes pour un calcul géopolitique, alors tout l'édifice moral de la dissuasion nucléaire s'effondre. Et aucun gouvernement nucléaire ne peut se permettre ça. Le mythe d'Hiroshima est le mythe fondateur de l'ère nucléaire. Le remettre en question, c'est remettre en question l'existence même des armes nucléaires. Et ça, c'est politiquement inacceptable. Mais voilà ce que l'âge nous enseigne. Les mythes fondateurs finissent toujours par être questionnés. Pas immédiatement, pas par la génération qui les a vécus, mais par les suivants, par ceux qui ont le recul, la distance, la liberté de regarder les faits sans l'aveuglement émotionnel des contemporains. Et les faits sont là, les documents sont déclassifiés, les mémoires des généraux sont publiées, les études universitaires sont disponibles. La vérité est accessible à quiconque veut bien la chercher. Vous avez cette lucidité. L'âge vous l'a donné. Vous avez vu assez de mensonges officiels pour ne plus prendre les versions officielles au pied de la lettre. Vous savez que les gouvernements mentent, que les guerres sont rarement ce qu'elles semblent être, que les motivations réelles sont rarement celles qu'on annonce. Et vous pouvez transmettre cette lucidité à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous pouvez leur apprendre à poser les bonnes questions, à ne pas accepter les chiffres qu'on leur jette à la figure sans vérifier, à se demander, chaque fois qu'on leur dit qu'un acte terrible était nécessaire pour qui exactement ? Et à quel prix ? Voilà ce qu'Hiroshima nous enseigne. Pas seulement l'horreur de la bombe atomique, que tout le monde connaît, mais l'horreur de la manipulation historique, l'horreur d'un mensonge qui dure 80 ans, l'horreur d'un crime de guerre transformé en acte de salut par la propagande la plus efficace jamais conçue. 210 000 personnes, des femmes, des enfants, des vieillards, des écoliers, des bébés dans leur berceau, des prisonniers de guerre alliés, des travailleurs coréens forcés, des gens qui ne demandaient rien d'autre que de vivre, tués non pas par nécessité militaire, mais par calcul géopolitique. Pour impressionner les soviétiques, pour affirmer la domination américaine, pour ouvrir une ère de terreur nucléaire qui dure encore aujourd'hui. Les 210 000 morts d'Hiroshima et de Nagasaki méritent que leur vérité soit dite, pas la vérité officielle, celle qui les transforme en victimes nécessaires d'un calcul rationnel, que leur mort n'a rien changé au cours de la guerre, que la seule chose que leur mort a accompli, c'est de prouver au monde que l'Amérique possédait l'arme ultime. C'est ça le prix qu'ils ont payé, non pas pour la paix, pour le pouvoir. Vous êtes maintenant dépositaire de cette connaissance, non pas pour la brandir comme une arme contre l'Amérique, non pas pour alimenter l'anti-américanisme, mais pour la transmettre avec discernement, avec nuance, avec cette sagesse que donne l'expérience. Parce que comprendre comment les gouvernements utilisent la propagande, comment les crimes de guerre sont transformés en actes héroïques, comment les chiffres sont manipulés pour justifier l'injustifiable, c'est la meilleure protection contre la répétition de ces crimes. Et nous avons besoin de cette protection. Parce que les armes nucléaires existent toujours. 500 ogives nucléaires dans le monde. Assez pour détruire la civilisation humaine plusieurs fois. Et les dirigeants qui contrôlent ces armes sont les mêmes types de dirigeants qui ont décidé de larguer la bombe sur Hiroshima. Des hommes politiques, avec des calculs politiques, des ambitions politiques, des intérêts politiques. Et tant que nous accepterons le mythe selon lequel les armes nucléaires sont un mal nécessaire, tant que nous accepterons le mythe selon lequel Hiroshima a été justifié, nous accepterons que 500 ogives restent pointées sur nos villes, sur nos enfants,
sur notre avenir. Voilà pourquoi cette histoire est importante. Voilà pourquoi elle mérite d'être racontée. Et voilà pourquoi elle mérite d'être transmise. Et si cette enquête vous a touché, si vous sentez que cette histoire méritait d'être racontée, alors faites quelque chose de simple mais important. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas par habitude, non pas par politesse, mais parce que ce type de contenu profond, rigoureux, exigeant, a besoin de trouver son public pour continuer d'exister. Parce que dans un océan de simplification et de sensationnalisme, certaines vérités complexes méritent d'être explorées avec patience. Vous appartenez à une génération qui a encore le goût de la profondeur, de la nuance, de la complexité assumée. Vous n'avez pas besoin qu'on vous simplifie la réalité. Vous voulez la comprendre vraiment. Et tant qu'il y aura des gens comme vous, il y aura de l'espoir. Parce que la vérité ne meurt jamais vraiment. Elle est la graine qui germe, même après l'hiver le plus long. Il y a 80 ans, 10 000 personnes sont mortes dans 2 éclairs de lumière blanche. Les généraux qui ont mené la guerre ont dit que non. Les documents déclassifiés confirment que non. Les historiens modernes démontrent que non. Mais le mythe persiste, parce que certains mensonges sont trop utiles pour être abandonnés, et certaines vérités sont trop dangereuses pour être enseignées. La vérité ne descend pas d'en haut, elle se construit ici-bas, document après document, témoignage après témoignage, conscience après conscience. Et vous en êtes maintenant les gardiens.